Il existe des moments dans la vie où le destin choisit de parler à travers les rêves. Et il existe des mères qui, même dans le silence de l'abandon, continuent d'offrir ce qu'elles ont de plus précieux aux autres. C'est l'histoire de Gabriel Moreau, un homme qui avait tout, sauf l'essentiel, et d'Élise, sa mère, qui n'avait presque rien, mais qui donnait encore. Gabriel Moreau avait 42 ans et dirigeait l'une des agences immobilières les plus prospères de Lyon. Son bureau au 12e étage de la tour InCity dominait la ville comme un symbole de tout ce qu'il avait construit. Des contrats signés dans des restaurants étoilés, une Mercedes noire garée en sous-sol, un appartement de 200 mètres carrés dans le 6e arrondissement, avec vue sur le parc de la Tête d'Or. Il avait réussi. Du moins, c'est ce qu'il répétait à quiconque voulait bien l'entendre. Mais les murs d'un appartement luxueux ne gardent pas chaud quand on a fermé la porte à ceux qui vous ont tout donné. Cela faisait 3 ans que Gabriel n'avait pas rendu visite à sa mère. 3 ans depuis la dernière dispute. 3 ans depuis que Nathalie, sa femme, avait déclaré avec une douceur venimeuse qu'Élise n'avait pas sa place dans leur nouvelle vie. Qu'elle était trop simple, trop présente, trop elle-même. Et Gabriel, qui avait appris à confondre l'ambition avec la sagesse, avait laissé faire. Il avait cessé de répondre aux appels, puis aux messages, puis aux cartes de Noël écrites à la main, avec cette écriture tremblante qu'Élise avait développée après sa chute dans l'escalier, 2 hivers auparavant. Il disait à ses associés qu'il était occupé. À lui-même, il disait la même chose. C'était plus simple ainsi. Et puis vint cette nuit de novembre. Gabriel dormait rarement d'un sommeil profond. Les chiffres, les délais, les appels manqués peuplèrent ses nuits comme des invités indésirables. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. Il rêva de sa mère. Dans le rêve, Élise était assise sur un banc en pierre, quelque part dehors, sous un ciel gris. Elle portait son vieux manteau bordeaux, celui qu'elle refusait de jeter parce que c'était lui qui le lui avait offert pour ses 60 ans, avant que tout change. Elle ne pleurait pas, elle ne l'appelait pas. Elle était simplement là, les mains croisées sur les genoux, les yeux fermés, comme si elle priait, ou comme si elle attendait quelque chose que les mots ne pouvaient pas nommer. Devant elle, il y avait une jeune femme allongée sur le banc voisin, le ventre rond et visible même sous les couches de vêtements. Élise lui tenait la main. Elle lui parlait doucement. Gabriel ne pouvait pas entendre les mots, mais il voyait le visage de la jeune femme se détendre lentement, comme si la présence de cette vieille femme suffisait à rendre le monde un peu moins hostile. Gabriel voulut appeler sa mère, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il voulut avancer. Ses pieds ne bougeaient pas. Il regardait depuis une distance qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il avait lui-même creusée. Il se réveilla à 4 heures du matin, le cœur battant, la gorge serrée. Il resta longtemps immobile dans l'obscurité. À côté de lui, Nathalie dormait, tournée vers le mur, ses cheveux soigneusement disposés sur l'oreiller comme dans une publicité. Gabriel regardait le plafond. Il pensa à la main de sa mère sur celle de cet inconnu. Il pensa à l'écriture tremblante sur les cartes de Noël qu'il n'avait pas ouvertes. Il prit son téléphone. Il était 4h20. Il chercha le numéro de sa mère dans les contacts. Il était toujours là, sous la lettre E, pour Élise. Il ne l'avait pas effacé. Il n'avait jamais eu le courage de l'effacer. Il ne l'appela pas cette nuit-là. Mais quelque chose avait changé dans sa poitrine. Quelque chose de petit, comme une fissure dans du béton. Le lendemain matin, Gabriel arriva au bureau avec 1 heure de retard, ce qui ne lui arrivait jamais. Son assistante, Camille, le regarda avec surprise mais ne dit rien. Il s'enferma dans son bureau, annula 2 réunions et resta assis face à la ville de Lyon qui s'éveillait sous la lumière froide de novembre. Il appela son frère aîné, Julien, qui habitait à Grenoble et qui, contrairement à lui, n'avait jamais perdu le contact avec leur mère. Julien décrocha à la 2e sonnerie. Sa voix était prudente. Entre les 2 frères, les conversations téléphoniques avaient pris cette qualité particulière des échanges entre personnes qui s'aiment, mais qui ont appris à se méfier l'une de l'autre. Gabriel demanda comment allait Élise. Il y eut un silence court, mais chargé de tout ce qui n'avait pas été dit depuis 3 ans. Julien répondit qu'elle allait, qu'elle était toujours dans le même appartement à Villeurbanne, qu'elle ne se plaignait pas, qu'elle ne parlait jamais de Gabriel, pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce qu'elle avait cette façon à elle de protéger les gens qu'elle aimait, même quand ces gens ne le méritaient pas. Gabriel demanda si elle manquait de quelque chose. Julien répondit qu'elle manquait de son fils. Ce fut tout. Gabriel raccrocha. Il passa le reste de la matinée à signer des documents sans les lire vraiment. L'après-midi, il dit à Camille qu'il prenait 2 jours. Elle le regarda comme s'il lui annonçait qu'il partait pour la Lune. Il prit l'autoroute A46 en direction de Villeurbanne. Le quartier où vivait Élise Moreau n'avait rien de spectaculaire. Des immeubles des années 70, des façades un peu fatiguées,
Des commerces de quartier que les grandes enseignes n'avaient pas encore remplacés. Une boulangerie tenue par un couple d'origine algérienne. Un tabac-presse avec des magazines jaunis dans la vitrine. Une épicerie qui fermait le dimanche, mais restait ouverte le lundi matin. Ce qui était déjà une forme de philosophie de vie. Gabriel gara sa Mercedes dans une rue adjacente, presque par instinct, comme s'il ne voulait pas qu'elle soit vue. Il marcha jusqu'à l'immeuble d'Élise. La porte d'entrée avait un code qu'il avait mémorisé des années auparavant. Il le tapa. Le code avait changé. Il resta planté devant l'interphone. Il chercha le nom de sa mère sur la liste des résidents. Moreau E, 3e étage. Il appuya sur le bouton. Personne ne répondit. Il appuya une deuxième fois, puis une troisième. Il attendit. Une voisine sortit de l'immeuble, le regarda avec la méfiance ordinaire des gens qui protègent leur espace, et il se glissa à l'intérieur avant que la porte ne se referme. Il monta les 3 étages à pied. L'ascenseur était en panne, ce que lui indiqua un petit carton scotché sur la porte. Il reconnut quelque chose dans cette situation. Un ascenseur en panne dans l'immeuble de sa mère. Lui qui prenait tous les matins un ascenseur vitré avec vue sur Lyon. Il ne s'attarda pas sur la pensée, mais elle était là. Il frappa à la porte du 3B. Toujours rien. Il était sur le point de repartir, une partie de lui cherchait peut-être cette excuse. Quand il entendit des pas dans l'escalier, il se retourna. Ce n'était pas Élise. C'était une jeune femme. Elle avait peut-être 25 ans, peut-être moins. Elle portait un sac à dos trop lourd pour elle et un manteau qui n'était pas assez chaud pour novembre. Son ventre était celui d'une femme dans son 8e mois de grossesse, arrondi et visible malgré les vêtements superposés. Elle montait les marches lentement, une main sur la rampe, l'autre sur le ventre, avec cette concentration particulière des femmes enceintes, qui apprennent à habiter différemment leur propre corps. Elle s'arrêta en voyant Gabriel devant la porte 3B. Il y eut un moment de silence. Elle s'appelait Inès. Gabriel ne le sut que plus tard. Elle avait 23 ans, elle venait de Tours, elle était arrivée à Lyon il y a 6 semaines, après que son compagnon l'avait mise dehors. Elle avait dormi dans un foyer d'urgence, puis dans un couloir de la gare Pardieu. Puis une assistante sociale lui avait trouvé un hébergement provisoire. L'hébergement provisoire, c'était le canapé d'Élise Moreau. La jeune femme dit simplement « Madame Élise n'est pas là. Elle doit être au marché. Elle rentre toujours avant midi. » Gabriel la regarda. Il regarda son ventre. Il regarda le sac à dos trop lourd. Il pensa au rêve. Il dit « Je suis son fils ». Inès le regarda un long moment. Son expression ne trahit ni surprise ni jugement. Elle dit simplement « Elle m'a parlé de vous ». Puis elle sortit sa clé et ouvrit la porte. L'appartement d'Élise Moreau était petit. 2 pièces, une cuisine, une salle de bain dont la fenêtre donnait sur une cour intérieure où personne ne descendait jamais. Les meubles étaient anciens mais bien entretenus. Il y avait des livres sur une étagère, des romans, des guides de jardinage, quelques livres de cuisine, des photos sur le mur. Gabriel reconnut son visage sur l'une d'elles. Il avait peut-être 20 ans. Il souriait. Sa mère lui tenait le bras, la tête légèrement posée sur son épaule. Ils étaient quelque part dans le Vercors, lors d'un week-end qu'il avait complètement oublié. Dans le salon, il y avait un canapé recouvert d'un plaid en laine beige. Sur la table basse, un tricot à moitié terminé, une petite layette de couleur jaune pâle. Sur la chaise près de la fenêtre, un livre ouvert, posé à l'envers pour ne pas perdre la page. Gabriel resta debout au milieu de la pièce. Il ne savait pas où s'asseoir. Inès posa son sac à dos contre le mur et s'installa doucement sur le canapé. Elle avait les gestes de quelqu'un qui fait attention de ne pas déranger, de prendre le moins de place possible. Gabriel demanda depuis combien de temps elle vivait là. Inès répondit « 3 semaines ». Puis elle ajouta, très doucement, comme si elle craignait de blesser quelqu'un avec ces mots. « Votre mère m'a trouvé sur un banc. Il faisait -5. Elle revenait de la pharmacie. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser là. » Gabriel regarda la layette jaune sur la table. Il demanda « C'est ma mère qui tricote ça ?» Inès acquiesça. Elle dit qu'Élise tricotait chaque soir. Qu'elle lui demandait si elle avait envie d'un garçon ou d'une fille. Qu'elle lui avait expliqué comment respirer pendant les contractions. Qu'elle était allée avec elle à la consultation de suivi à l'hôpital femme-mère-enfant, parce qu'Inès n'avait personne d'autre. Gabriel s'assit sur la chaise près de la fenêtre, à côté du livre ouvert. Il regarda la cour intérieure. Il ne dit rien pendant un moment. Puis il entendit le bruit de la porte. Élise Moreau entra avec 2 sacs de course. Elle portait son manteau bordeaux, celui du rêve. Elle avait les joues légèrement roses à cause du froid, les cheveux blancs coiffés simplement, une écharpe en laine autour du cou. Elle referma la porte derrière elle, posa les sacs dans l'entrée et leva les yeux. Elle vit son fils. Elle ne cria pas. Elle ne courut pas vers lui. Elle ne pleura pas, du moins pas immédiatement.
Elle resta immobile pendant 2 ou 3 secondes, avec cette expression que Gabriel ne saurait jamais vraiment décrire, quelque chose entre la reconnaissance et la douleur, comme quand on retrouve quelque chose qu'on croyait perdu et qu'on réalise en même temps tout ce qu'on a manqué pendant l'absence. Gabriel dit « Maman ». Ce fut tout ce qu'il put dire pour le moment. Élise prit une longue inspiration. Puis elle dit « Tu aurais pu appeler ». Ce n'était pas un reproche, c'était simplement vrai. Elle alla poser ses sacs dans la cuisine. Gabriel l'entendit ranger les courses. Le bruit des placards qui s'ouvrent et se ferment. Le bruit du réfrigérateur. Ces sons ordinaires de la vie domestique qu'il n'avait pas entendus depuis des années et qui lui semblaient maintenant étrangement précieux. Il se leva et alla dans la cuisine. Élise lui tournait le dos. Elle rangeait des yaourts dans le réfrigérateur. Ses mains ne tremblaient pas vraiment, mais elles avaient ce mouvement légèrement incertain que Gabriel n'avait jamais remarqué avant. Il dit « J'ai fait un rêve ». Élise continua à ranger. Elle dit « Les rêves sont importants ». Il dit « Tu étais sur un banc. Il y avait une jeune femme avec toi. Tu lui tenais la main. » Élise ferma le réfrigérateur et se retourna. Elle le regarda. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Gabriel ne sut pas nommer tout de suite. Ce n'était pas de la surprise. C'était presque de la reconnaissance, comme si elle avait attendu cette conversation depuis longtemps. Elle dit « Et tu es venu ?» Il dit « Je suis venu ». Elle hocha la tête, puis elle lui demanda s'il voulait du café. Ils s'assirent tous les deux à la table de la cuisine, pendant qu'Inès faisait une sieste dans la chambre. Élise lui servit un café dans une tasse qu'il reconnut, bleu avec un liseron blanc, acheté dans une brocante à Annecy lors d'un voyage dont il avait aussi oublié presque tout. Élise parla, calmement, sans dramatiser, comme elle avait toujours fait les choses. Elle lui raconta Inès. Elle lui raconta le banc, le froid, le ventre visible sous les vêtements insuffisants. Elle lui raconta qu'elle avait regardé cette jeune femme et qu'elle avait pensé « Si ma fille avait été dans cette situation, j'aurais voulu que quelqu'un s'arrête. » Gabriel demanda « Tu n'as pas de fille ?» Élise dit « Je sais, mais j'aurais pu en avoir une. » Il y eut un silence. Gabriel regarda sa tasse. Il demanda doucement comment elle s'en sortait financièrement. Élise haussa légèrement les épaules et dit que sa retraite était modeste mais suffisante. Gabriel savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Il savait que sa retraite d'aide-soignante ne lui laissait pas beaucoup de marge. Il savait aussi qu'héberger une autre personne, même provisoirement, avait un coût. Il demanda « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Élise le regarda. Sa réponse fut simple et dure comme une vérité qu'on porte depuis trop longtemps. « Parce que tu n'aurais pas répondu. » Gabriel ne répondit pas à ça. Parce qu'elle avait raison. Ils restèrent longtemps à table. Élise lui parla aussi d'autres choses. Des petites choses. La voisine du dessus qui avait eu une opération du genou. Le boulanger qui fermait pour partir à la retraite et dont personne ne savait encore qui reprendrait la boutique. Un livre qu'elle avait lu et qu'elle avait beaucoup aimé. Un roman de Marie Scondé qu'une bibliothécaire lui avait conseillé. Elle parlait de sa vie avec une simplicité qui n'était pas de la résignation. C'était autre chose. C'était quelqu'un qui avait appris à trouver la richesse dans ce qui était là. Gabriel l'écoutait. Vraiment. Peut-être pour la première fois depuis très longtemps. À un moment, Inès apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle avait les yeux encore un peu lourds de sommeil. Elle demanda si elle pouvait se faire une tisane. Élise lui dit bien sûr, ma grande, et se leva pour lui préparer elle-même, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Gabriel observa sa mère faire chauffer l'eau, choisir un sachet de tilleul menthe, poser la tasse devant Inès avec un geste précis et attentionné. Il observa Inès dire merci avec une sincérité qui n'avait rien de la politesse automatique. Il observa les deux femmes échanger un regard bref. Ce regard que partagent les gens qui ont vécu quelque chose ensemble, qui se sont rencontrés dans une vulnérabilité réelle et qui en sont sortis différemment. Il réalisa qu'il n'avait pas regardé les gens comme ça depuis très longtemps. Vraiment regardé. Il repartit ce soir-là avec la promesse de revenir le week-end suivant. Élise l'accompagna jusqu'à la porte. Avant qu'il parte, elle posa sa main sur son bras. Ce geste simple, ce contact direct qu'il n'avait pas reçu depuis des années. Elle dit juste « Je suis contente que tu sois venu ». Il descendit les 3 étages à pied. Dans la rue, le froid de novembre le saisit. Il marcha jusqu'à sa Mercedes. Il s'assit derrière le volant et resta là sans mettre le contact. Il pleura. Pas longtemps, mais il pleura. Les semaines suivantes changèrent quelque chose dans la routine de Gabriel Moreau. Il rappela Julien et lui dit ce qu'il avait fait. Julien fut silencieux un moment, puis il dit « C'est bien, Gabriel, c'est vraiment bien. Ce n'était pas beaucoup, mais de la part de Julien, c'était une absolution. » Gabriel revint le week-end suivant, comme promis. Et le week-end d'après, il apportait des provisions. Trop, au début.
comme quelqu'un qui essaie de compenser avec de la matière ce qu'il ne sait pas encore offrir autrement. Élise acceptait sans commenter, mais elle lui dit une fois, doucement, « Gabriel, ce n'est pas de la nourriture dont j'avais besoin. » Il comprit. Il commença à venir différemment. Il restait pour déjeuner. Il aidait à faire la vaisselle. Il s'asseyait dans le salon et il lisait, simplement pendant qu'Élise tricotait, et qu'Inès dormait ou regardait quelque chose sur son téléphone. Ces après-midi silencieuses dans ce petit appartement lui semblaient contenir quelque chose que ces dîners d'affaires dans des restaurants étoilés n'avaient jamais eu. Avec Inès, les échanges furent tout d'abord prudents. Elle était réservée avec lui, peut-être méfiante de cet homme en costume qui arrivait dans la vie de Madame Élise, avec l'air de vouloir réparer quelque chose. Mais peu à peu, les conversations s'ouvrirent. Gabriel apprit qu'elle avait fait 2 ans d'études de commerce avant de devoir arrêter pour des raisons financières, qu'elle était intelligente et déterminée malgré tout ce qui lui était arrivé, qu'elle avait peur, vraiment peur, de ce qui allait se passer après l'accouchement, sans logement stable, sans travail, avec un enfant. Un soir, Gabriel rentra à Lyon et appela une de ses associées, Margot, qui gérait les ressources humaines de leur agence. Il lui demanda s'il y avait un poste disponible pour quelqu'un avec une formation commerciale incomplète, mais une bonne tête. Margot dit qu'il y avait peut-être quelque chose pour le printemps. Gabriel dit « Trouve quelque chose pour le printemps ». Il ne le dit pas à Élise, il ne le dit pas à Inès. Pas encore. La naissance se produisit un mardi matin de la mi-décembre. Élise était à l'hôpital. Elle était restée toute la nuit. Gabriel le sut par un message de sa mère, envoyé à 6h42 du matin. Inès a accouché. Un garçon. Ils vont bien. Il lut le message dans son bureau, avant l'arrivée de ses collaborateurs. Il resta longtemps avec le téléphone dans la main. Puis il écrivit à sa mère. « J'arrive ». Il prit sa veste et il partit. À l'hôpital, il trouva Élise dans la couloir du service maternité. Elle était assise sur une chaise en plastique, les mains croisées sur les genoux, les yeux fermés, exactement comme dans le rêve, exactement comme sur ce banc imaginaire qui avait tout déclenché. Gabriel s'arrêta à quelques mètres d'elle. Elle ouvrit les yeux. Il dit « Tu dormais ?» Elle dit « Je me reposais. Il y a une différence. » Il s'assit à côté d'elle. Ils restèrent un moment sans parler, dans le couloir blanc de cet hôpital où les gens arrivent et repartent avec des vies différentes. Élise dit « Il s'appelle Noé ». Gabriel dit « C'est un beau prénom ». Élise dit « Elle l'a choisi toute seule. Mais elle m'a demandé mon avis. J'ai dit que c'était bien de choisir un nom qui porte quelque chose. » Gabriel regarda sa mère. Il dit « Tu fais toujours ça ». Elle dit « Quoi donc ?» Il dit « Tu aides les gens à trouver ce qu'ils portent déjà ». Élise le regarda. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit simplement « J'ai eu un bon exemple dans ma propre mère. J'ai essayé de ne pas l'oublier. » Il y eut un silence. Gabriel regarda le sol carrelé du couloir. Il dit « J'ai perdu beaucoup de temps. » Élise dit « Oui ». Il dit « Je suis désolé. » Elle ne dit pas que c'était sans importance. Elle ne dit pas que tout allait bien. Elle dit « Je sais que tu l'es ». Puis elle posa sa main sur la sienne, et c'était suffisant. Ils purent voir Inès et le bébé une demi-heure plus tard. La jeune femme était épuisée mais lumineuse de cette façon particulière que Gabriel avait du mal à décrire, comme si quelque chose de très grand venait de se passer, et qu'elle le portait encore dans son visage. Le bébé était petit et rouge, et parfait. Élise le prit dans ses bras avec l'aisance de quelqu'un qui a passé des années en pédiatrie. Gabriel resta debout près du lit, les mains dans les poches, incertain de sa place dans cette scène. Inès lui dit « Vous pouvez le tenir si vous voulez ». Il dit « Je ne voudrais pas le déranger ». Élise dit « Gabriel, tiens ce bébé ». Il prit Noé dans ses bras. Le bébé pesait quelque chose d'incroyablement précis. Ce n'était pas du poids abstrait, c'était du poids réel. Un être humain minuscule, complet, qui respirait contre sa poitrine avec une confiance totale et inconsciente. Gabriel regarda ce visage, et il pensa à toutes les choses qu'il avait décidé de ne pas voir pendant 3 ans, à toutes les mains qu'il n'avait pas tenues, à tous les matins qu'il avait passés à regarder Lyon depuis son bureau du 12e étage, sans regarder les gens en bas. Il rendit le bébé à Inès. Il alla dans le couloir. Il respira lentement. Élise le rejoignit quelques minutes après. Elle dit « Ça va ?» Il dit « Je crois que j'ai compris quelque chose. » Elle dit « Dis-moi. » Il dit « Tu as toujours su que la vraie vie était là. Pas dans les contrats, pas dans les bureaux. Là. » Élise dit « La vraie vie est partout où on choisit d'être présent. » Il hocha la tête, puis il dit « Je vais faire des choses différemment. » Elle ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle avait toujours eu cette façon de faire confiance aux résolutions silencieuses de ses enfants, même quand elles mettèrent du temps à se concrétiser.
Les choses changèrent. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, pas comme dans les films où tout s'arrange en une scène. Mais elles changèrent de vraiment, ce qui est différent. Gabriel parla à Nathalie. Ce fut une conversation longue et difficile, une de celles qu'on reporte pendant des années parce qu'on sait qu'elle va tout déplacer. Il lui dit ce qu'il avait compris. Il lui dit que le choix fait 3 ans plus tôt, de laisser sa mère dehors de leur vie, était une erreur dont il portait la responsabilité entière. Nathalie écouta. Elle ne dit pas qu'il avait tort. Elle ne dit pas non plus qu'il avait raison. Elle dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à ce que tout ça signifiait pour elle aussi. Gabriel la respecta dans ça. C'était déjà un changement. Il appela un agent immobilier, pas de son agence, pour éviter les conflits d'intérêts, et lui demanda de trouver un petit appartement à Villeurbanne, dans la même rue qu'Élise, ou dans les rues adjacentes. Quelque chose de propre, de calme, accessible pour une jeune mère avec un nourrisson. Le loyer serait à sa charge pour la première année. Il ne dit à personne pourquoi. C'était une décision qu'il n'avait pas besoin de justifier. L'appartement fut trouvé en janvier. Gabriel remit les clés à Inès lors d'un déjeuner chez Élise, un dimanche de début d'année, où la lumière hivernale entrait par la fenêtre du salon avec cette qualité particulière des jours où quelque chose recommence. Inès le regarda longtemps. Elle dit « Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça ». Gabriel dit « Parce que ma mère vous a trouvé sur ce banc, et parce que j'aurais dû être là depuis longtemps pour l'aider à faire ce genre de choses. » Inès dit « Ça ne vous oblige à rien ». Il dit « Je sais ». Elle dit « Je vais rembourser ». Il dit « On verra ça plus tard. Pour l'instant, occupez-vous de Noé. » Élise, depuis la cuisine, n'avait rien dit. Mais quand Gabriel alla se chercher un verre d'eau, elle lui glissa en passant, très doucement. « Je suis fier de toi. » Ce furent les 4 mots qui lui coûtèrent tout le plus de recevoir, parce qu'il ne savait pas à quel point il en avait eu besoin. Le printemps arriva. Margot trouva le poste pour Inès, assistante commerciale dans l'agence, avec une formation en interne prévue sur 6 mois. Inès commença en mars, avec Noé confié à une crèche municipale le matin. Élise gardait le bébé les après-midi, 2 fois par semaine, dans son appartement de Villeurbanne. Ce n'était pas de la charité. C'était une famille qui s'inventait ses propres règles. Gabriel venait tous les dimanches, pas toujours avec des cadeaux, pas toujours avec des projets. Parfois juste pour s'asseoir à la table de la cuisine et boire un café dans la tasse bleue avec le liseron blanc. Élise lui parlait de ses lectures, de la voisine dont le genou allait mieux, du nouveau boulanger qui avait finalement repris la boutique et dont le pain au levain était meilleur que celui de l'ancien. Gabriel écoutait. Il avait appris à écouter. Un dimanche d'avril, alors qu'ils étaient tous assis dans le salon, Élise, Gabriel, Inès et Noé qui dormaient dans son transat, Gabriel remarqua quelque chose sur l'étagère. Entre les romans et les guides de jardinage, il y avait une petite boîte en bois qu'il n'avait jamais remarquée. Il demanda ce que c'était. Élise alla la chercher. Elle la posa sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des lettres pliées, des photos, un carnet à couverture bleue. Elle dit « C'est ce que ta grand-mère m'a laissé ». Gabriel regarda à l'intérieur sans y toucher. Il y avait une photo en noir et blanc d'une femme qu'il reconnut à peine. Sa grand-mère maternelle, Marguerite, morte quand il avait 10 ans. Élise prit une des lettres et la déplia avec soin. Elle dit « Elle m'a écrit ça quelques semaines avant de partir. Je l'ai relu des centaines de fois. » Gabriel demanda « Je peux ?» Élise lui tendit la lettre. Il lut. L'écriture était ancienne, un peu formelle, avec ces tournures qu'on n'utilise plus beaucoup. Mais le sens était clair. Marguerite écrivait à sa fille qu'elle avait compris une chose en vieillissant. Que la générosité n'est pas une vertu qu'on exerce de temps en temps. C'est une façon d'être au monde. Et que les gens qui choisissent d'être généreux même quand personne ne les regarde, même quand ça leur coûte quelque chose, ces gens-là construisent de quelque chose d'invisible mais de réel. Un héritage que l'argent ne peut pas mesurer. Gabriel replia la lettre. Il la rendit à sa mère. Il dit « Elle parlait de toi ». Élise dit « Elle parlait de tout le monde ». Il dit « Non, elle parlait de toi ». Il y eut un silence. Noé fit un petit bruit dans son sommeil. Inès sourit sans lever les yeux de son livre. Gabriel regarda sa mère. Il dit « J'ai passé des années à construire quelque chose que je pensais être une réussite. Et pendant ce temps, c'est toi qui construisais la vraie chose. » Élise dit « Ce n'est pas un concours, Gabriel. » Il dit « Je sais, mais je veux te dire que je comprends maintenant ce que tu as fait. Pas seulement pour Inès, pour tout le monde, toute ta vie. » Élise ne répondit pas immédiatement. Elle prit le carnet à couverture bleue et le tendit à Gabriel. Elle dit « Prends ça. » Il dit « C'est à toi. » Elle dit « Je le connais par cœur. C'est le carnet où ta grand-mère notait les gens qu'elle avait aidés. Pas leur nom,
juste des petites phrases, ce que ça lui avait coûté, ce que ça leur avait apporté. Elle appelait ça ses contes vrais. Gabrielle ouvrit le carnet. Les pages étaient recouvertes de cette même écriture ancienne. Des phrases courtes, des détails concrets. Une femme à qui elle avait donné ses gants un hiver. Un voisin à qui elle avait prêté de l'argent sans jamais le réclamer. Un enfant qu'elle avait accompagné à l'école pendant 6 mois, parce que ses parents travaillaient pas trop tôt le matin. Il dit, elle comptait tout ça. Élise dit, pas pour demander un retour, pour se souvenir que chaque geste comptait. Gabriel referma le carnet. Il le tint dans ses mains un moment. Puis il le posa sur la table et dit, je n'ai rien comme ça à montrer. Élise dit, tu as encore du temps. Et dans cette phrase, il n'y avait pas de reproche. Il y avait quelque chose de plus difficile à recevoir que ça. Il y avait de la confiance. Le soir, en rentrant vers Lyon sur l'autoroute, Gabriel conduisait avec ce sentiment particulier de quelqu'un qui revient d'un endroit où quelque chose d'important s'est passé. La ville brillait au loin, ses lumières précises et froides comme des chiffres sur un écran. Il pensa à la lettre de Marguerite. Il pensa au carnet. Il pensa à Noé qui dormait dans son transat avec cette confiance absolue dans le fait que le monde allait continuer. Il pensa que son fils, si un jour il en avait un, mériterait d'avoir quelque chose comme ce carnet à lui montrer. Il prit la sortie vers le 6e arrondissement. Il gara sa voiture. Il monta dans son appartement de 200 mètres carrés. Il alluma une lampe. La pièce était belle et silencieuse. Il s'assit à son bureau et prit un carnet vierge dans le tiroir, un qu'il avait acheté pour prendre des notes en réunion et qu'il n'avait jamais utilisé. Il l'ouvrit à la première page. Il prit un stylo. Il réfléchit un moment. Puis il écrit simplement « Inès, un banc en novembre. Ma mère n'a pas hésité. » Il referma le carnet. Il le posa à côté de la lampe. Demain, il appellerait Julien. Il lui proposerait de venir passer un week-end à Lyon, tous ensemble. Il lui dirait que les choses avaient changé. Julien demanderait ce qui avait changé. Gabriel dirait « moi ». Il regarda par la fenêtre. Lyon brillait dans la nuit de printemps. Les gens rentraient chez eux, dans les rues en bas, avec leurs sacs, leurs enfants, leurs fatigues et leurs amours. Toute cette vie ordinaire et nécessaire qui se déroulait en dehors des bureaux, en dehors des contrats, en dehors de tout ce qu'il avait passé des années à croire être l'essentiel. Il pensa à sa mère assise sur cette chaise en plastique dans le couloir de la maternité, les mains croisées, les yeux fermés. Il pensa à la façon dont elle avait ouvert les yeux quand il était arrivé. Sans reproche, sans démonstration, simplement présente. Il comprit ce soir-là quelque chose que certaines personnes apprennent trop tard et que d'autres n'apprennent jamais, que la vraie richesse ne se mesure pas en mètres carrés, ni en contrats signés, ni en vue sur une ville. Elle se mesure dans la qualité de notre présence auprès de ceux qui nous ont appris à exister. Elle se mesure dans les gestes qu'on fait quand personne ne regarde. Elle se mesure dans les mains qu'on tient sur les bancs froids de novembre et dans les carnets où on note, modestement, que chaque vie rencontrée avait compté. Gabriel Moreau avait mis 3 ans et un rêve pour comprendre ça. Mais il avait compris, et c'était un commencement.